Alors vous l'avez dit, nous sommes à 5 jours du premier tour des municipales. Après 7 mois de campagne, commencé en fait en septembre dernier, le temps est passé très vite finalement. Quand nous avons entamé cette campagne, on m'a donné beaucoup de conseils. J'avais un certain nombre d'amis qui, mais toujours pour me rendre service bien sûr, me mettaient en garde en me disant « tu pars trop tôt, tu vas t'essouffler ». Bon alors, vous savez, on a parfois des amis, entre guillemets, qui vous connaissent mal. Alors, ils connaissaient assez mal, Florence l'a dit, ma culture de base, qui évidemment est conforme à mes origines, où j'ai appris très jeune que d'abord, il faut labourer, travailler la terre longuement avant de semer. Ils connaissaient mal aussi, ces amis, mon expérience de coureur à pied, et parce que de cette expérience, j'ai tiré l'enseignement qu'évidemment, avant les compétitions, il faut d'abord préalablement des longues périodes de travail foncier dans l'ombre, mais qui permettent justement d'affronter les dites compétitions dans les meilleures conditions. Ils avaient également, c'est toujours ces bons amis, mal évalué ma capacité d'endurance. Alors c'est vrai qu'avec le temps, évidemment, je n'ai plus, même si j'ai un passé de sportif, comme vous savez, comme je dis souvent, avec le temps, la carrosserie s'est un peu abîmée, j'ai un genou qui me gêne un peu, mais malgré tout, le moteur marche encore. Donc, à 5 jours du scrutin, mes chers amis, nous sommes face à un adversaire, parce que c'est quand même de lui dont il faut s'occuper dimanche. Donc un adversaire qui, alternativement, joue les victimes ou utilise les vieilles ficelles. Alors, il joue les victimes. Alors, monsieur le maire sortant, considère qu'on le maltraite car on critique son bilan. Mais franchement, qu'il écoute les Canaises et les Canais. Très franchement, s'ils n'avaient pas attendu l'avant-veille de l'élection pour aller à leur rencontre, il aurait su. Il aurait su. À la limite, s'ils m'avaient demandé, après les 20 premières visites de quartier, par exemple, début décembre, eh bien, je lui aurais dit que ce dont parlaient les gens en ce qui le concernait, c'était les problèmes effectivement de cumul, certes, mais pas seulement les problèmes de cumul, les problèmes d'impôts, les problèmes de dépenses, les problèmes d'essoufflement économique de la ville, les problèmes d'emploi, les problèmes de propreté, les problèmes de sécurité. C'est tout ça dont les Canaises et les Canais parlaient. S'il n'était pas resté ancré dans ses certitudes, surprotégé par son entourage, le pire qui puisse arriver à un élu, il aurait su. Comme quoi, finalement, on peut être a priori socialiste, a priori très à gauche et proche du peuple, et quand même subir les phénomènes de cour. Donc, au lieu de se remettre en cause, il nous ressort les vieilles ficelles. Alors la vieille ficelle particulièrement éculée, celle de la diabolisation. Alors je ne sais pas si vous avez reçu, comme un certain nombre de Canais, le tract récent qui a aussi été diffusé sur les marchés. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je vous le dis, je suis le représentant, je lis, je suis le représentant de la droite ultra-conservatrice, dure et libérale. Donc maintenant, vous le savez, je suis très, très, très méchant. Alors, d'ailleurs, pour moi, c'est une nouvelle révélation. Je vous disais la semaine dernière que, à force de répéter que je n'étais pas sérieux, je découvrais une vocation de fantaisiste. Moi, à qui on disait tout le temps « t'es trop sérieux, tu fais trop sérieux ». Maintenant, après avoir entendu en particulier les représentants de la presse me dire « ah, vous êtes trop gentil », ben, finalement, je suis méchant. Alors, je ne peux pas dire le contraire. Effectivement, depuis toujours, je suis de droite. J'ai commencé à m'intéresser à la politique quand j'étais tout gamin. Je me souviens, à l'époque, c'était les élections présidentielles en 1974. J'avais 11 ans. Bon, j'avais un père qui votait Giscard.
enfin des parents qui votaient Giscard. D'ailleurs, ils continuent à voter à peu près de la même façon. Et donc, voilà, c'est pour vous dire à quel point, moi avant d'être à l'UMP, qui était à l'UDF, c'est pour vous dire à quel point je suis effectivement un dangereux extrémiste. Alors, deuxième attaque, je serai homophobe. Je suis homophobe parce que j'ai posé la question de la filiation au moment du débat sur le mariage pour tous. Alors c'est vrai que je mène une liste diverse, comme vous pouvez le constater, à l'image des Canaises et des Canais, avec effectivement des personnes qui étaient opposées à cette loi, d'autres qui ne l'étaient pas, mais qui en tout cas, toutes et tous, partagent la même volonté, le même attachement aux valeurs de la famille. De toute façon, quoi qu'il en soit, ce n'est plus l'heure de refaire le débat sur une loi qui s'applique désormais. Mais je veux dire, là pour du coup, très sérieusement et un peu solennellement, qu'à lire certains communiqués, qu'à surprendre quelques tweets échangés, eh bien très franchement, je vous le dis comme je le pense, je n'ai vraiment aucune leçon de tolérance et d'ouverture à recevoir. Alors, troisième reproche, il paraît qu'au Conseil régional, je voterai systématiquement contre les projets Canet. C'est d'une logique. J'aurais même voté contre la LNPN. Alors moi, la ligne nouvelle Paris-Normandie. Je pense qu'il y a une petite confusion avec une partie de la majorité qui est aujourd'hui dans la semi-opposition, mais qui va revenir bientôt sur la liste du maire. Je vais évidemment parler d'Europe Écologie Les Verts, qui effectivement a voté contre au Conseil régional. Mais pour tout dire, au Conseil régional, et Sophie peut en témoigner, on a plutôt beaucoup de mal à soutenir les projets Canet contre le Conseil régional. On a par exemple un projet intéressant qu'on a essayé de lancer, et nos amis consulaires le savent bien, le campus des métiers. Eh bien, le campus des métiers, après que nous ayons en quelque sorte pris l'initiative sur le sujet en organisant une réunion à l'époque au ministère, à l'époque où Xavier Bertrand avait cette responsabilité, eh bien, nos amis, entre guillemets, socialistes, qu'il s'agisse de l'agglomération avec le maire sortant ou de la région, se sont arrangés, entre guillemets, pour perdre le plus de temps possible et semi-enterrer ce projet. Alors peut-être que nous réussirons à le ressortir, mais c'est pour vous dire qu'ils sont vraiment très mal placés pour me reprocher quoi que ce soit sur les dossiers Canet. Alors, à côté de toutes ces attaques, ou enfin dans le cadre de toutes ces attaques, on voit bien que le maire sortant, comme je vous le disais, effectivement ressort les vieilles recettes. Alors, c'est bien connu, il faut que vous le sachiez une fois pour toutes. Sachez-le. Ne sortons pas de cette idée. Pour la gauche, pour eux, ils sont les seuls propriétaires du progrès, de la jeunesse, de la générosité, de l'humanisme. D'ailleurs, vous avez pu remarquer que parmi les colistiers, je n'avais affaire qu'à des gens, je n'ai choisi que des gens qui ne s'occupent que d'eux et qui ne sont investis dans rien. Notre seul moteur, c'est l'argent. Alors, effectivement, nous avons face à nous des gens formidables. D'ailleurs, ça se voit, regardez comme les Français sont heureux depuis que nous avons un président de la République de gauche. Et vous, regardez comme tout va bien, comme vous êtes satisfait depuis que vous avez un maire de gauche. Alors la vérité, mes chers amis, c'est que notre adversaire, en réalité, il sent un peu le sol trembler sous ses pieds. Alors il essaie de se raccrocher aux branches en utilisant les vieux discours, les discours éculés. Il rappelle même Louis Mexando. Toujours bon pied, bon oeil, qui arrive sur les marchés soutenir celui qu'il n'y a pas si longtemps, il appelait, comment l'appelait-il déjà voilà, la guimauve, voilà, c'est ça.
Guimauve le Conquérant, c'était le surnom qu'il lui avait donné. Donc Louis Mexando se trouve investi d'une nouvelle mission, donc sauver son ami Guimauve le Conquérant, et donc il ressort sur les marchés, habillé en Mitterrand, avec le chapeau et l'écharpe. Franchement, quel programme d'avenir pour quand? Alors, entre deux tentatives de diabolisation, entre deux vieux discours ressortis comme ça, d'on ne sait où, le maire sortant parle un peu du fond, un peu des sujets. Il parle un peu de Caen, quand même. Si, quand même. Vous savez, vous connaissez mon côté modéré, je veux dire, j'essaie de ne jamais exagérer. Alors, c'est vrai que quand il parle de Caen, il parle d'ailleurs plus finalement de notre projet, pour le critiquer, que de son bilan. Enfin, ça au moins, on peut considérer qu'il a compris un peu les choses. Alors, vous avez remarqué, d'ailleurs il l'écrit régulièrement, qu'il serait le seul à avoir des idées pour Caen. Évidemment, Joël Bruno, nous n'en avons évidemment aucune. C'est pas possible. Alors d'ailleurs, pour lui rendre service, je propose que l'un d'entre vous, éventuellement, dépose ce document dans sa boîte à lettres personnelle pour qu'il puisse feuilleter le projet, au moins qu'il en ait les grandes lignes. Il y a une table des matières au début, un sommaire qui lui permettra d'aller plus vite. Et alors parce que c'est vrai que dans cette organisation maintenant assez rodée, nous n'avions pas prévu Louvigny dans la zone de boitage. Alors, je vous parlais du sommaire, il ne dit rien du premier axe sur la nouvelle gouvernance et en particulier de l'engagement évidemment que je prends d'être maire à temps plein. Alors d'ailleurs, dans ma bouche, ce n'est pas une attaque, c'est simplement une volonté d'efficacité, tout bêtement. Hein. Et pour être complètement sérieux, 30 secondes, et pour réagir à tout ce discours sur la victimisation qui l'a conduit à écrire à tous les habitants de Caen, à toutes les Canaises et à tous les Canais, je voudrais vous rappeler un fait qui est complètement vérifiable. Je participais à une émission sur France 3 où j'étais donc l'invité qui était censé porter la contradiction au maire de Caen en septembre 2012, donc quelques mois après les législatives. Et je me souviens lui avoir dit dans la discussion, puisque c'est un sujet qu'avait abordé le journaliste à propos, donc en l'occurrence Franck Beignet, à propos du problème du cumul, je lui avais dit, Monsieur Duron, vous savez que à peu près ces mots-là, Monsieur Duron, vous savez que je n'ai aucune acrimonie personnelle contre vous, mais je voudrais simplement vous faire remarquer que vous ne rendez pas service à la démocratie en ne faisant pas la transparence sur le montant des différentes rémunérations que vous percevez en lien avec vos différents mandats. Il m'a répondu un peu embarrassé, « Oh, je me doutais que vous alliez me poser éventuellement cette question, j'ai vérifié avant de venir. » Texto ? J'ai vérifié avant de venir, je crois que ça fait à peu près 8 500 € par mois. C'est pas une anecdote, c'est pas un truc inventé, c'est une réalité. Et donc si à ce moment-là, alors que déjà il y avait un certain nombre de sujets d'alerte, il avait fait la transparence, on n'aurait pas vu circuler sur Internet un peu tout et n'importe quoi, et il aurait de fait rendu service à la démocratie. Finalement, avec tout le respect que je lui dois, il aurait dû m'écouter. Troisième thématique, troisième engagement fort que nous prenons, les impôts, en l'occurrence la baisse des impôts. L'engagement de baisser les taux de 1% par an. Alors ça, je comprends bien que ça perturbe. Culturellement, mentalement, c'est un truc, enfin franchement, des gens qui se présentent à une élection en disant « nous, on va moins dépenser, on va moins prélever d'impôts », c'est pas commun. C'est surtout innovant. Alors, on a aujourd'hui une réponse. On a un truc plutôt bien fait, assez amusant, qui s'appelle le Jojo-matique. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur Internet, qui circule, qui est échangé par Facebook, interposé notamment, tweet, etc. Et donc, c'est une espèce de petit truc animé qui caricature évidemment la proposition
Alors le problème, c'est qu'on a deux jojomatiques. Il y en a un qui donne un calcul, un autre calcul. Donc déjà, faut dire que Philippe Duron lui-même et puis son entourage sont souvent un peu fâchés avec les chiffres. Donc, si vous voulez, là, donc ça fait deux calculs différents. Mais bon, peu importe. Et il y a deux réponses un peu paradoxales. Alors, j'ai une première catégorie de réponses qui dit, mais alors franchement, votre histoire de 1% par an, c'est de la poudre aux yeux, ça ne sert à rien. Alors, moi, je suis le premier à dire que 1% la première année, c'est rien. L'intérêt de faire 1% par an, c'est de continuer un certain nombre d'années, comme l'ont fait d'ailleurs un certain nombre de villes. Chartres, en particulier, fait ça depuis plus de 10 ans. Et là, il y a un vrai effet, effectivement, sur le montant des impôts. Ça, c'est la première série de réponses. En gros, ça ne sert à rien, ce n'est pas significatif. Mais plus récemment, il y a une deuxième série de réponses qui est arrivée en m'expliquant que vraiment, ça allait être une catastrophe pour la ville, puisqu'à cause de cette réduction de 1% des taux par an, la ville allait se priver d'une capacité d'investissement d'au moins 30 millions. Il me l'a répété, Philippe Duron, lors d'un débat organisé par des étudiants, ceux de l'antenne de Sciences Po Rennes, récemment installée à Caen vendredi dernier. Alors, ce à quoi je lui ai répondu, mais franchement, si en baissant les impôts d'1% par an, on se prive de 30 millions d'investissements, que n'avez-vous pas, vous, en les augmentant d'un seul coup de 6,5%, réalisé 180 millions d'investissements ? Et je lui ai fait grâce des 0,5. Bon, il ne m'a rien répondu de particulier, il va préparer ça pour le débat télévisé, j'imagine. Parce que c'est vrai, quand j'ai vraiment l'impression qu'en calcul mental, il va un peu moins vite. Mais bon. Alors une dernière attaque. Oui, excusez-moi, je vais quand même terminer sur les impôts. Ce sujet-là, c'est évidemment un sujet éminemment sérieux. Cette proposition-là, elle a évidemment l'ambition de réduire dans la durée le niveau de l'imposition à Caen. Mais elle a surtout, à très court terme, la volonté d'exprimer à toutes les Canaises et à tous les Canais que le matraquage, c'est fini, qu'ils peuvent renoncer à éventuellement quitter la ville, et pour celles et ceux qui voudraient s'y installer, qu'ils peuvent y venir sans craindre une nouvelle pression fiscale. C'est ça le vrai sujet. Et quand on connaît un peu la mécanique fiscale, le sujet, la bonne solution, ce n'est pas d'avoir des taux élevés, c'est d'élargir l'assiette. Et ce que nous voulons, c'est augmenter les habitants, le nombre d'habitants, faire revenir notamment les familles à Caen, qui effectivement paieront des impôts moins élevés, mais qu'elles seront plus nombreuses à payer, ce qui permettra effectivement à la ville de poursuivre une politique, enfin de réaliser une vraie politique d'investissement. C'est ça la stratégie. Alors il y a eu une dernière attaque récente, là, un petit communiqué en disant vraiment ces gens-là sont incroyables, ils ne s'intéressent pas aux enfants, ils ne parlent pas des crèches. Bon, ouais. Alors c'est vrai qu'on ne parle pas spécialement des crèches, nous parlons des modes de garde et de favoriser la vie des familles dans la ville et donc d'offrir différents modes de garde, dont les crèches font partie bien sûr. Bon voilà. Donc enfin voilà, il y a au moins un point rassurant sur cette histoire des crèches. C'est qu'en disant que nous n'avons pas fait un paragraphe spécifique sur les crèches, ça prouve qu'il y a au moins une personne au cabinet du maire qui a lu notre document. Alors, autre thématique qui, c'est bien normal, est évidemment appréhendée exclusivement par la gauche, seule compétente sur le sujet, seule à avoir la connaissance suffisante pour l'appréhender. Je veux évidemment parler de la culture. D'ailleurs, vous le savez, avant qu'il n'arrive, à Caen, il n'y avait rien. Nous sommes passés de l'ombre à la lumière. Tout a été fait par la municipalité actuelle. Le théâtre, le Zénith, le Cargo, le Salon du Livre, les musées, Nordic Impact. Tout est leur invention, tout est leur création. Franchement, merci. Enfin, la réalité, mes chers amis, c'est que sur ce point-là comme sur d'autres, dans ce domaine-là comme dans d'autres, eh bien,
en fait, il y a une grande coupure entre la municipalité et les acteurs du monde culturel. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ressentent un sentiment de manque de considération. C'est vrai qu'ils n'ont pas d'interlocuteur. Hein. Leur seul interlocuteur officiel serait le maire, qui, c'est bien connu, ça, c'est pas non plus compté dans son... J'ose plus dire le mot, parce que je vais prendre ça pour une attaque personnelle. Mais dans ses nombreuses activités, il est aussi adjoint à la culture. Et c'est globalement quand même une grande colère pour beaucoup d'entre eux, après avoir entendu beaucoup de promesses qui, évidemment, n'ont pas été tenues. Qu'est-ce qu'il y a eu de neuf, en fait, dans le domaine culturel à Caen, depuis 2008 ? La suppression du festival à Caen-la-Paix. Il y a eu aussi une deuxième évolution. On a changé le nom du Salon du Livre. Vous savez, maintenant, ça s'appelle Passage de témoins. Alors, je me demande d'ailleurs si ce n'est pas un peu prémonitoire. Alors, il y a un dernier sujet sur lequel, objectivement, on est très peu attaqué. C'est celui du développement économique et de l'emploi. Alors, il faut bien dire qu'en regardant la liste du maire sortant, sur ce sujet-là, il manque un peu de ressources quand même. Hein. Il n'y a pas l'ombre d'un entrepreneur, pas l'ombre d'un artisan, pas l'ombre d'un commerçant. Il en avait un avant, un commerçant. Il est parti en claquant la porte avec pertes et fracas. Il a même fait une déclaration, enfin bon, que la presse a reprise. Donc, c'est vrai que sur ce sujet-là, il manque un peu de ressources internes. Hein. Alors, les faits sont là, de toute façon, en plus. Les faits confirmés par la presse, hein, plus 70% de chômeurs à Caen depuis 6 ans. Je le dis et je le répète, ce n'est pas que sa faute, mais quand même. Depuis 2 ans, alors que le chômage des jeunes a augmenté au niveau national de 4,5%, chez nous, il a augmenté de 27%. Donc il y a quand même un petit sujet. Alors, c'est vrai qu'il ne répond rien sur notre stratégie, j'ai eu l'occasion d'exprimer à plusieurs reprises, basée sur 2 aspects essentiels. D'abord, faire connaître nos atouts par une vraie politique de marketing territorial, et puis aussi aller chercher des entreprises, donc prospecter, faire de la prospection. Hein. Alors, de fait, c'est vrai qu'il ne peut rien dire sur ce sujet-là, puisque ce sont 2 sujets sur lesquels rien n'a été fait, pas plus quand il a été pendant 4 ans président de région que 6 ans maire et président de l'agglomération. Alors, mes chers amis, à 5 jours du scrutin, vous l'avez vu, notre adversaire s'agite. Alors, il joue les victimes, il ressort les vieux discours, mais tout cela ne changera rien. La dynamique de la campagne, elle est de notre côté. Et je voudrais vous dire qu'à ce jour, nous avons recueilli très exactement 837 soutiens. À l'heure où notre adversaire, toujours en tweetant de manière péremptoire, annonce une grande victoire cette semaine avec 500 soutiens, dont quelqu'un que Sophie connaît bien, le maire de Dives-sur-Mer, tel ou tel conseiller général de l'Orne, enfin voilà, en allant chercher le banc et l'arrière-banc. Hein, nous, ce sont des soutiens canais de gens qui votent à Caen. Alors voilà, ils sont en train de défiler. Alors mes chers amis, ça a déjà été dit, mais je le répète, il vous reste 5 jours. 5 jours pour appeler vos voisins, vos amis, vos collègues, pour les appeler à voter pour nous. 5 jours pour convaincre. Vous le faites à pied, en voiture, à cheval, par téléphone, par Internet. Faites-le comme vous voulez, mais faites-le. Et faites-le fort. Faites-le pour que la dynamique que nous avons créée tous ensemble en 7 mois de campagne se transforme en une vague.
Une vague qui nous met en tête dimanche 23, une vague qui nous porte à la victoire le 30. Vous avez 5 jours pour créer cette vague, pour réussir Caen, vraiment. Bravo à vous.